Alors, eh bien, donc, on a parlé de le meilleur cancer, c'est celui qu'on n'a pas. Prévention, qu'est-ce qu'on peut faire pour la prévention? Et le deuxième, c'est le dépistage. Le deuxième, c'est le cancer. Plus on trouve tôt, mieux c'est. Le moins pire, c'est le cancer qu'on trouve tôt. Et donc, c'est le dépistage. Le dépistage, c'est aller chercher le cancer à un moment où il n'a pas donné de symptômes. Et donc, c'est un élément important. Je vous ai parlé il y a quelques minutes de la vaccination HPV. On a un vrai problème en France. On vaccine insuffisamment contre l'HPV. Et on a un devoir, c'est d'obtenir la vaccination du plus grand nombre, avec deux aspects qui sont premièrement vacciner tous les enfants dès l'âge de 11 ans, travailler auprès des pédiatres, des parents, etc. Deuxièmement, rattraper tous ceux qui n'ont pas été vaccinés parce qu'ils étaient garçons avant 2021, ou parce qu'ils étaient filles et qui n'ont pas été vaccinés pour des raisons X ou Y. Et il faut qu'on arrive à vacciner et rattraper ceux qui méritent d'être vaccinés. Parlons maintenant du dépistage, parce qu'on est mauvais en vaccin et on est mauvais en dépistage. Alors on est mauvais en dépistage, je vais vous expliquer rapidement. Dépister, je l'ai dit, ça peut être un acte de prévention secondaire lorsqu'il permet de trouver un polype qui va devenir cancer et qu'il faut enlever. Donc on cherche un polype, on trouve un polype, on enlève le polype et on fait un acte de prévention secondaire. On fait un frottis, on trouve une dysplasie du col, on traite cette dysplasie du col et on évite que ça devienne un cancer du col, et c'est donc la prévention secondaire. Mais le dépistage, ça peut être aussi un acte de diagnostic précoce, c'est-à-dire aller chercher le cancer avant qu'il donne des symptômes. C'est-à-dire aller chercher par exemple du sang dans les selles en toute petite quantité avant qu'il y ait une hémorragie, qu'il y ait des pertes qui soient visibles sur les selles. D'accord ? C'est aller chercher une lésion du col avant qu'elle ne donne des hémorragies, etc. Donc le dépistage, c'est prévention secondaire et diagnostic précoce. Donc quand on fait... Alors, il faut deuxième chose, se dire que le dépistage peut être de masse, pas un joli mot, on dit plutôt organisé. Alors, masse, pourtant c'est bien, mais enfin bon, le dépistage organisé, il s'adresse à toute une tranche de population pour une pathologie donnée. Et c'est une décision médico-politique, c'est une décision de santé publique. Alors pour que cette décision de santé publique soit appliquée, il va falloir répondre à un certain nombre d'exigences sur lesquelles je vais revenir. Et le dépistage de masse ou organisé, c'est celui qui a comme conséquence qu'un jour, à un moment donné de la vie, une personne, en ouvrant sa boîte aux lettres, va trouver un courrier. Et dans ce courrier, on va lui dire « Vous êtes à l'âge où il faut faire le dépistage ». D'accord ? Donc il va falloir de l'information pour accompagner ça. Mais donc, ça c'est le dépistage organisé, dans lequel le patient n'a qu'à ouvrir sa boîte aux lettres et ensuite rentrer dans la démarche. Le dépistage individuel s'est mis en place en fonction d'une rencontre entre un individu et le système de santé. Un individu qui se croit sain et un acteur de santé, souvent un médecin, et qui va lui dire « mais au fait, vous, en fonction de vos antécédents, en fonction de vos antécédents familiaux, peut-être qu'il faudrait, on envisage un dépistage personnalisé, un dépistage individuel. » Et ce dépistage individuel, la grande différence, c'est qu'il n'y aura pas de courrier. C'est une démarche qui doit être médicale. Le patient doit y aller, enfin le patient, l'individu doit y aller, et puis le médecin qui le reçoit doit le donc aujourd'hui, le dépistage individuel, c'est en médecine du travail, la personne vient pour voir le médecin du travail, c'est la vie rêvée des anges. Et le médecin du travail lui dit « mais au fait, où vous en êtes? Est-ce que vous avez des antécédents ?» Voilà. Profiter de toutes les rencontres médicales pour faire du dépistage. Et ça, il faut qu'on le fasse mieux. Alors, les préalables à l'organisation d'un dépistage de masse, c'est qu'il faut que ce soit une maladie fréquente. Si vous avez une maladie qui
n'est trouvé que 1000 fois par an, vous n'allez pas convoquer 60 millions de personnes, ou même 50, ou même 10 millions de personnes pour une pathologie qui a tout, où l'immense majorité des cas sera négative. Donc, pathologie fréquente. Vous avez un bénéfice prouvé, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez apporté la preuve que cette maladie, quand elle est diagnostiquée plus tôt, c'est mieux que si on attend. Il faut des études sur des tranches de population que l'on a surveillées, dépistées, comparées à une population non dépistée, et voir ce que ça donne. Il faut que la technique soit simple, sans risque. Sans risque, parce que vous prenez quelqu'un qui a bonne santé, qui n'a rien demandé, mais qui est obéissant, qui est un bon citoyen, il répond à la proposition de dépistage, mais si on lui fait des choses qui sont potentiellement dangereuses, voilà, on doit faire quelque chose. D'autre part, on va faire un dépistage organisé sur une grande population. Donc il ne faut pas que ça soit trop coûteux. Surtout que ça va être renouvelé. Et donc, voilà, pourquoi il faut que la technique soit fiable. Alors, qu'est-ce que c'est une technique fiable? Une technique fiable, c'est vous avez dans cette population de 100 personnes que vous avez devant vous, il y a 5 personnes qui ont un cancer. Et vous voulez les dépister. Le bon test de dépistage, c'est celui que vous passez et qui va vous retenir 5 personnes. Et ces 5 personnes sont les 5 qui ont le cancer. Le test de dépistage, il est totalement spécifique, il n'a retenu que les cancéreux, et totalement sensible, il a retenu tous les cancéreux. Malheureusement, ça n'existe pas. Vous allez avoir un test de dépistage qui va d'un côté vous tirer peut-être 8 malades, dont 3 ou 4 qui sont non cancéreux, ça s'appelle des faux positifs, et puis vous avez laissé 1 ou 2 patients qui étaient malades et qui ne vont pas être retenus et qui s'appellent des faux négatifs. Alors les faux positifs, c'est quelques semaines ou quelques jours d'angoisse. Les faux négatifs, c'est un patient qui est rassuré, à qui on dit « vous n'avez rien ». Non. On n'a rien sous réserve que le test soit. Donc on met une réserve, on dit attention, il peut y avoir quand même quelque chose, nous ne sommes pas efficaces à 100%. Alors il y a 2 localisations tumorales depuis des années, le cancer du sein. Toutes les femmes entre 50 et 74 ans reçoivent une proposition dès l'âge de 50 ans pour une mammographie avec examen clinique tous les 2 ans. Plus ou moins à l'échographie rajoutée à la demande du radiologue. Aujourd'hui, autour de 50% de participation. Cancer colorectal, une recherche de sang dans les selles tous les 2 ans de 50 à 74 ans. Hommes et femmes. Pourquoi pas la colo? Parce que la colo, ça peut être dangereux. Donc on fait un test anodin. Mais 2 problèmes, c'est en tout cas, surtout pour le cancer colorectal, en termes de faux positifs et de faux négatifs, c'est pas... voilà. La mammographie, il y a 10% de faux positifs et 10% de faux négatifs, en gros. D'accord? La recherche de sang dans les selles, on peut avoir une tumeur qui ne saigne pas, on peut avoir quelque chose d'autre qui saigne. Donc, faux positif, faux négatif. D'accord? Alors, depuis 2019, alors que c'était le plus ancien dépistage, mais on ne l'avait pas organisé, les femmes reçoivent à partir de l'âge de 25 ans jusqu'à 65 ans une proposition pour faire, alors à 25 et à 26 ans et à 29 ans, un frottis pour examen cytologique. Et à partir de l'âge de 30 ans, on estime que les femmes qui doivent avoir, la majorité des femmes ont fait éliminer leur HPV et on se retrouve avec un test HPV. Au lieu de faire un frottis pour examen cytologique, on fait un test HPV, on fait un examen pour test HPV. Si l'HPV est positif, une surveillance particulière. Si l'HPV est négatif, on refait le frottis on refait le test tous les 5 ans, tant qu'il est négatif, jusqu'à l'âge de 65 ans. Dans tous les cas, on a actuellement une insuffisante observance au dépistage. Et puis le deuxième problème des dépistages de masse, c'est qu'il y a un faible nombre de pathologies concernées. D'accord? Donc pourquoi on dit dépistage de masse, on le fait pour la prostate? Non. Aucun homme ne reçoit aujourd'hui un test qui va lui permettre
d'aller se présenter, enfin un courrier qui lui demande d'aller se présenter pour faire un dosage de PSA. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas à quels hommes on pourrait l'enlever. Si on convoque les gens à partir de 50 ans, on va avoir un nombre de faux négatifs hallucinant. Si on convoque les gens de 80 ans, on va avoir énormément de tests positifs, mais qui ne sont pas des PSA de cancer. Et puis même si c'est des cancers qui vont peut-être pas avoir le temps d'évoluer. Donc on n'a pas aujourd'hui organisé des dépistages de masse, des dépistages organisés pour le PSA. Mais pour les 3 que on a actuellement une insuffisante adhésion des propositions des populations appelées. Et on a une petite tendance à ce qu'un certain nombre de personnes pédalent contre le dépistage avec les risques de surtraitement. Alors ce n'est pas tout à fait ça. Quand vous faites un dépistage, que vous voyez une mammographie avec une anomalie, cette anomalie à la mammographie est suspecte de cancer, vous allez faire une biopsie, la biopsie va vous dire il y a des cellules cancéreuses, ce que la biopsie ne vous dit pas, c'est quelle est la potentialité d'agressivité de ces cellules cancéreuses. Et donc à partir de là, on va les traiter comme si elles étaient, et c'est pour ça qu'on peut avoir des risques de surtraitement, c'est-à-dire proposer des traitements éventuellement lourds à quelqu'un qui n'avait qu'une maladie, qui n'allait pas évoluer, et que vous êtes allé chercher, alors qu'elle ne demandait rien, d'accord? Donc vous allez chercher. Donc ça doit être, pour lutter contre le surtraitement, il faut compter sur l'intelligence. Voilà. Et donc l'intelligence, c'est l'accompagnement, la façon dont on accompagne cette pathologie et dont on prend les décisions en fonction des constatations. Alors le dépistage individuel, ça c'est de l'éducation thérapeutique, l'éducation à la santé, pardon, c'est dire aux gens, ben voilà, vous avez tel... Alors premièrement, dépistage individuel, c'est pour les gens qui n'ont pas de dépistage organisé. Et puis c'est surtout pour les tranches d'âge non concernées. Aujourd'hui, une femme de 40 ans ne reçoit pas d'invitation au dépistage. À 49 ans, elle n'a toujours pas reçu d'invitation au dépistage. Mais si elle a un médecin, si elle a un gynécologue qui fait son boulot, il a apprécié ces facteurs de risque spécifiques et il lui a dit « Attendons, vous, peut-être qu'à cause de votre mère qui a eu, etc., il est sage de faire un dépistage. Et donc vous allez faire la mammographie avant, sans attendre d'être convoqué. Et puis à 75 ans, la malade est en pleine forme, elle continue à avoir une activité sociale, physique, etc. Elle n'a aucun antécédent. Elle a une espérance de vie de peut-être 20 ans. On ne va pas la laisser tomber, on va lui dire, vous ne recevez plus d'invitation, mais vous devez continuer à faire un dépistage. Donc, ferez une mammographie, etc. Et la malade, il faut savoir qu'il y a 50% des cancers du côlon qui sont diagnostiqués après 74 ans. Eh bien, la femme qui a plus de 74 ans, on va lui dire, vous allez continuer à faire la recherche de sang dans les selles. La seule différence, soit remboursée, parce que ça sera prescrit, la seule différence, elle n'aura pas de convocation, d'invitation. Mais elle n'est pas abandonnée, elle est transmise. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait d'études qui aient permis d'apporter la preuve qu'à 75 ans, etc. Donc on tourne un peu en rond, mais en pratique, il y a un besoin individuel et il y a une démarche individuelle à faire qui est en fonction des facteurs de risque, des antécédents familiaux. Donc aujourd'hui, vous allez apprendre que dans les années qui viennent, on va enfin passer au dépistage individuel du cancer du poumon. Les gens qui ont fumé, qui ont plus de 50 ans, qui fument depuis un temps suffisant, ou qui ont arrêté, mais seulement quelques années auparavant, ces gens-là, on va leur faire un scanner. Alors pourquoi un scanner? Parce que c'est un scanner sans injection, donc sans risque d'accident à l'iode, etc. C'est un scanner avec les machines ultramodernes, avec des spires très rapides, avec une irradiation très modérée. Et ces gens à qui on fera des scanners, on va pouvoir trouver des petits nodules qu'on va surveiller ou qu'on va diagnostiquer tout de suite comme étant cancer, ou qu'on va surveiller s'ils sont de petite taille, etc. Et on va sûrement rendre service, comme l'ont prouvé un certain nombre de pays qui sont passés à cette technique. Alors de toute façon, il faut savoir que quel que soit, quand on entre par le dépistage, quelles que soient les modalités de dépistage, dépister, c'est trouver une maladie grave chez un individu en bonne santé qui n'a aucun symptôme. Et qui là, paf, d'accord, il s'est présenté, il est venu répondre, la femme, elle a
répondu à sa proposition de mammographie, elle y va, et là, d'un seul coup, la vie change. Hein, on dit, ben voilà, vous avez... Et donc, c'est toujours l'effet de sidération est sans doute maximal, parce que voilà, les programmes thérapeutiques vont paraître lourds, c'est-à-dire qu'on vous a trouvé une petite lésion, mais il faut qu'on vous enlève un bout d'intestin, il faut qu'on vous enlève le sein ou une partie du sein, etc. Et les programmes thérapeutiques vont paraître lourds, et qu'il y a effectivement toujours la peur de dire, est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce que cette maladie aurait eu un risque de... Il faut savoir que pour le dépistage individuel du cancer de la prostate, aujourd'hui, quand on trouve un cancer de la prostate, avec un PSA un peu haut, on fait un dépistage individuel parce que le monsieur a 65 ans, il a des antécédents familiaux, il tend son bras, il fait son PSA, on lui dit il est un peu haut, on lui fait un examen radiologique, on lui fait une écho, on lui fait une biopsie, on lui dit il y a des cellules cancéreuses, mais elles ne paraissent pas très agressives, et on fait ce qu'on appelle une surveillance active. C'est-à-dire qu'on lui dit vous reviendrez dans 6 mois. Ce qu'il faut, c'est avoir réussi à le convaincre, parce que si par malheur c'était une maladie qui paraissait pas agressive et qu'elle l'était, il va falloir qu'il revienne. Et il faut faire attention que l'on n'ait pas, qu'on lui ait pas fait penser, bah, c'est la dernière fois qu'ils me planteront une aiguille dans la prostate parce que j'ai tellement eu mal et j'ai encore mal. Donc voilà, c'était un peu le problème. Et que donc, effectivement, il peut y avoir les refus de traitement quand vous avez un malade, quand vous avez un individu que vous faites basculer d'un seul coup de l'état de bonne santé apparente à l'état de maladie grave. Merci beaucoup.